Bonjour et bienvenue, bonjour à ceux qui n'étaient pas encore là lors de la première table ronde. On va raconter le monde de demain dans ce deuxième desk avec 4 invités formidables, tous des têtes bien faites. Lucille Derly, vous êtes dirigeante et fondatrice d'Arteria. On va expliquer ce que c'est. Vous êtes à Caen. Sébastien Mousset, vous êtes président et cofondateur d'une autre medtech qui s'appelle Bodycap. Idem, on va expliquer. Antonin Van Exem, vous dirigez la start-up Telux. Vous êtes tout près de Rouen, hein, c'est ça, à Grand Couronne, si je ne dis pas de bêtises. Et puis Henri Baissas, qui est un peu notre grand témoin. Vous êtes directeur général délégué de Business France, l'agence française qui s'occupe de l'international. On expliquera aussi en fin de parcours quels sont vos 2 métiers principaux. Et je pense que vous aurez à intervenir tout le long de cette table ronde parce que vous connaissez certains de ces intervenants. Lucille, je commence par vous, puisque vous êtes à côté de moi. Lucille, vous, je dirais que tous les patients devraient vous être reconnaissants parce que vous avez inventé un dispositif qui permet de réussir quasiment à coup sur coup aidez-moi, la détection artérielle. La détection artérielle. Et la détection artérielle, ça veut dire, c'est pas une prise de sang, hein, c'est une prise de sang dans l'artère. Hein. Je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le gaz du sang. C'est ce qu'on appelle le gaz du sang et c'est une manœuvre qui est compliquée à réaliser, hein, qui est à l'hôpital rate souvent. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors nous, il y a 4 ans, on est parti d'un constat terrain, c'est qu'en France, on a besoin de détecter une artère toutes les 3 secondes, soit pour faire un prélèvement sanguin dedans, quand en fait on arrive aux urgences à l'hôpital et qu'on a besoin de comprendre comment vous allez. On a besoin de prélever du sang artériel, parce que c'est du sang frais, et on va pouvoir vous opérer en conséquence. On a besoin de poser des stents ou poser des cathéters, et là encore, on a besoin de détecter votre artère. Le problème, c'est que si vous regardez votre poignet, l'artère, vous ne la trouvez pas. Elle est en profondeur, ici, dans le prolongement du poignet. Et donc, la trouver, c'est pas facile. Dans 30% des cas, il y a des échecs. Ça, on va manquer l'artère, ça va faire très mal, ça va faire perdre de l'argent à l'établissement de santé, ça va faire perdre du temps aux soignants. Et donc, nous, on développe un dispositif qui vient cartographier le poignet pour indiquer où se situe l'artère et aider les soignants à piquer dedans facilement. Alors, c'est un petit bras. Vous deviez nous amener un prototype, mais ça n'a pas été possible, c'est ça? Elle a oublié. C'est pas grave. Il est dans la voiture, pour être honnête, qui est sur le parking. Donc c'est un espèce de petit bracelet qui se fixe sur le poignet et qui, en fait, avec des capteurs, triangule la position. Hein, c'est ça. C'est compliqué à expliquer. Tout à fait. Alors, je vais essayer d'imager sans prototype qui est resté sur le parking. Mais en fait, on est sur une pince qui vient se clipser sur le poignet. Et avec les doigts des capteurs, on est capable d'indiquer la position au milieu pour que le praticien il puisse voir et piquer directement dedans. Avec des chances de succès quasi 100%, c'est ça? On s'engage à ce que la machine puisse répondre à 97% de réussite, puisqu'on estime que si elle met trop de temps à s'allumer, c'est un échec. Contre une moyenne de combien à l'hôpital aujourd'hui? À l'heure actuelle, il y a 66% de taux de succès. Donc on va venir pallier les 30% d'échecs supplémentaires. Et 66% de taux de succès, ça veut dire, alors d'abord des douleurs pour les malades, hein, ce pourquoi je disais qu'on devrait vous être reconnaissant, et puis du temps passé pour les infirmières, et le temps pour les infirmières, c'est de l'argent aussi pour l'hôpital. Oui, alors on s'est bien rendu compte ces dernières années que le temps des soignants était précieux. Et du temps infirmier, c'est un geste qui est complexe et ils n'ont pas de temps à perdre dessus. Et de fait, si on met bout à bout tous les temps qui sont perdus sur une équipe de praticiens, on peut économiser un temps plein d'une infirmière pendant 5 mois sur une année complète en utilisant le dispositif. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes au stade de plus de l'amorçage, hein, si on ne dit pas de bêtises, votre start-up. Expliquez-nous où vous en êtes dans la vie de l'entreprise. Alors là, on a une étape où on est sur des enjeux de POC pour avoir un produit fonctionnel sur bras humain. Preuve de concept. Pardon, preuve de concept. Pour avoir un produit fonctionnel sur bras humain pour l'automne et la fin de l'année, pour qu'après on puisse valider notre produit en essai clinique. Et ça va prendre 18 mois. Une fois que les essais cliniques et tous les documents de réglementation médicale seront bons, on pourra commencer à commercialiser. Alors ça fait du temps. On n'a pas de chiffre d'affaires, hein, c'est ça? Comment est-ce qu'on s'en tire? Alors, étant donné qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, on est une start-up qui cherche des fonds, que ce soit des fonds publics, des fonds en banque ou des fonds privés avec des levées de fonds.
Et donc, on est continuellement à la recherche d'argent pour permettre à la société d'avancer et de ne pas faire que notre produit reste uniquement fonctionnel en laboratoire, mais qu'il puisse en effet venir soulager le quotidien des patients. Alors, lever des fonds en ce moment, c'est pas facile, hein. Même si on dit qu'il y a un petit sursaut. Est-ce que vous cherchez quoi, 1 million, c'est ça? Non? Alors, on va avoir un besoin pour nos essais cliniques qui va être de 2 millions. Il faut savoir que trouver de l'argent, 2023 a été une année plutôt complexe pour trouver des financements. Les perspectives annoncent que sur la moitié de 2024, ça sera plus simple. Donc, j'espère que ça sera le cas. Henri Baïssas, Business France, ça vous parle le dossier de Lucile, puisque vous l'avez accompagné. Alors, ça va être l'occasion de décrire un petit peu votre, j'allais dire votre tuyauterie, mais non, votre boîte à outils. Comment est-ce que vous accompagnez une start-up comme celle de Lucile? Ça nous parle parce que Arteria, c'est un futur champion. C'est un futur champion mondial. C'est la destinée, hein. C'est évident que quand on est dans ce type d'innovation, ça a vocation à se déployer avec une cible évidemment sur l'Europe, sur les États-Unis, qui sont un marché santé en fait là énorme. Donc on voit bien qu'il y a une première phase qui a été une phase d'abord plutôt de visibilité. Et ça a été ensemble le CES, le Consumer Electronics Show en fait à Las Vegas, parce que il faut se rendre visible pour justement intéresser en fait des investisseurs. Et nous, on est très très impatients de la deuxième phase, qui va être la phase de développement commercial, qui va arriver là bientôt dans les prochaines années. Avec ce qu'on a vu ensemble, il y a vraiment 3 enjeux. Premier enjeu, c'est vraiment de comprendre les marchés et le go-to-market, quelle stratégie en fait sur le marché, c'est vraiment essentiel. Deuxième enjeu, qui est un enjeu aussi de normes, qui évidemment, on l'a vu avec d'autres intervenants, qui est essentiel et surtout dans le domaine de la santé. Et puis un troisième enjeu, et ça c'est notre ADN, c'est la connexion avec justement les partenaires commerciaux, identifier ceux qui vont être justement les relais sur ces marchés étrangers, hein. C'est vraiment là le cœur de notre activité. Et alors, vous m'avez dit en préparant cette table ronde que vous aviez des équipes santé, dédiées Ouais, santé, hein, ce ouais, que ouais. j'ignorais complètement. Oui, tout à fait. Bah, la grande force en fait de Business France, et on parlera tout à l'heure également de la Team France Export, mais c'est ce réseau international avec des équipes qui sont dédiées par secteur d'activité. On a par exemple aux États-Unis une équipe de 12 personnes dans la santé basée à Boston, New York, en fait San Francisco, qui sont vraiment les spécialistes en fait du domaine et qui sont là. C'est ça la chance, hein, c'est qu'on est dans 54 pays et du coup on a cette capacité à avoir un relais, là par exemple pour Arteria, se dire allez, on va demain, si on veut avoir une visio avec notre équipe à Boston, notre équipe au Japon, notre équipe en Allemagne, pof, on le fait, on y va et on peut du coup défricher le terrain et avoir cette représentation locale. Lucile, champion mondial, disait Henri Baïssas. Vous vous sentez comme ça, championne mondiale? Alors, ce qu'on veut, parce que détecter des artères, ça n'a pas de frontières. Il n'y a pas qu'en France où c'est compliqué, et c'est une complexité qui est en Europe. Aux États-Unis, c'est pareil sur les dispositifs médicaux, et ce qui peut les aider, ils sont intéressés. Donc, bien sûr qu'on souhaite faire de notre produit un produit qui devienne une référence mondiale. Merci. Sébastien, champion mondial aussi, hein, futur champion mondial. Alors vous faites des trucs de dingue, hein. Renvoyez vos thermomètres au mercure à la poubelle. Vous nous faites avaler une gélule que vous appelez le I-Celsius, qui mesure en continu la température de notre corps. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, donc c'est une gélule, c'est pas une gélule classique, mais décrivez-nous cette petite merveille. Ouais, donc on est effectivement sur un concept nouveau en fait, d'une mesure qui est assez vieille, hein, même ancestrale. La mesure de température, ça date de plusieurs siècles, avec des nouvelles méthodes au fur et à mesure de l'avancée des technologies. Nous, on s'est un peu inscrit dans une nouvelle dynamique avec la mesure de la température par voie gastro-intestinale. Donc on utilise une capsule qui prend la forme d'un médicament, qui est avalée. Alors, elle n'a aucun principe actif, elle ne se dissout absolument pas lorsqu'elle est dans le transit intestinal, mais pendant tout le temps du transit, qui va durer entre 24 et 48 heures selon les gens, on va avoir accès à une donnée de température extrêmement fiable, en continu, et avec le même niveau de qualité que ce qu'on aurait à l'hôpital, en fait, avec une sonde rectale. D'accord. Alors, forcément, vous êtes aujourd'hui, vous avez sauvé des vies déjà. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous avez sauvé des vies. Alors, c'est toujours difficile hein, de Parce savoir si que on l'a fait ou pas. Mais... Dans quelles circonstances aujourd'hui est utilisé le I-Celsius? Alors, on a 3 grandes familles d'usages. On a des usages sportifs qui sont plutôt du domaine du bien-être. On est dans l'optimisation de la performance des sportifs. On est sur des usages militaires, donc là, plutôt dans le cadre opérationnel.
Et on a tout un pan de notre activité qui est réservé au domaine médical, donc qui est beaucoup plus compliqué en termes d'accès au marché, puisqu'il y a toutes les contraintes réglementaires, mais qui là, cette fois-ci, nous renvoie au domaine de l'infectiologie, de la virologie, de l'immunologie, à la fois dans les étapes de développement de médicaments, pour pouvoir tester l'efficacité ou l'innocuité d'une molécule, et puis après, je dirais dans le suivi classique d'un patient. Oui, parce qu'en fait, il y a des tas de circonstances où on a besoin de mesurer la température en continu, ce qui n'est pas possible avec les outils classiques. Ça, on le comprend assez aisément. Par exemple, évidemment, je vais parler des JO, où vous avez été référencé par le COJOP, le comité olympique, hein, c'est ça, pour mesurer la température d'un certain nombre d'athlètes. Oui. Dans le détail, ça... Alors, effectivement, la relation avec le sport de très haut niveau, on l'a depuis maintenant c'est quasiment l'ADN de l'entreprise, en fait, au départ. Le sportif, en fait, a besoin de monter en température pour pouvoir avoir une performance optimale. On considère qu'une température optimale est entre 38 et 39 degrés. Mais on sait qu'au-delà de 39 degrés, on va avoir une réduction de la performance. Et comme sur toute discipline de très très haut niveau, en fait, on va toujours jouer je dirais au millième en fait sur tous les sujets. Et bien en fait, on apporte nous une brique complémentaire qui permet aux gens de mieux se préparer à une éventuelle vague de chaleur, à comprendre de manière individuelle comment chacun réagit dans une situation particulière, optimiser les échauffements, optimiser les récupérations. Donc on intervient vraiment dans cette dynamique-là. En prévenant d'éventuels accidents, hein, on est d'accord, parce que le coup de chaleur sur un sportif de haut niveau, au secours, très dangereux, non? Oui, c'est effectivement une urgence médicale. Hein, c'est vraiment quelque chose de très critique qui peut amener soit au décès, soit à des dommages irréversibles. Le coup de chaleur, c'est la deuxième cause la deuxième grande cause du football américain, on va dire. C'est leur premier grand sujet, c'est la commotion cérébrale. Le deuxième, c'est le coup de chaleur. D'accord, donc ils risquent leur vie avec un coup de chaleur, on est d'accord? Oui, oui, bien sûr. Ouais, Ouais. ok, donc vous faites ingérer des gélules à des footballeurs américains aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur là où en est votre entreprise? Alors, je crois qu'elle est à un stade un peu plus avancé que celui de Lucille, mais on discutait tout à l'heure avant d'intervenir. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle la vallée de la mort. Hein. Donc, donnez-nous le détail. Donc on a créé l'entreprise en 2011. On a toujours été basé à Caen ou aux alentours. Donc actuellement on est à Hérouville. Hérouville-Saint-Clair. L'entreprise donc, a fait toute l'étape de R&D que décrivait à l'instant Lucille jusqu'en 2015. À partir de 2015, on a mis notre premier produit sur le marché pour des premières applications principalement liées au domaine de la recherche. Et on a beaucoup utilisé les référents internationaux en fait, liés à l'étude de la chaleur, l'étude de la température, comme étant des KOL qui nous ont donné de la visibilité et de la crédibilité. À partir de 2017, on a vraiment commencé le déploiement commercial. Et désormais, on a ouvert le marché médical depuis 2023, donc fort de ce qu'on appelle la FDA clearance, donc qui est vraiment dédié à l'exploitation du dispositif sur le marché américain. En termes de ramp-up, c'est assez intéressant puisqu'on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Donc on arrive sur une croissance qui nous permet quasiment maintenant d'être autonome financièrement. Mais par contre, on a lancé donc d'autres programmes de R&D aussi très très ambitieux pour lesquels on est soutenu par nos partenaires locaux, régionaux. Et donc voilà, la société aujourd'hui est dans cette étape-là en fait. Donc on cherche de l'argent effectivement aussi pour pouvoir accompagner notre croissance commerciale et aussi continuer donc les développements R&D. Et chercher de l'argent, c'est compliqué. Hein. Il faut savoir vendre le projet. Parce que j'aimerais qu'on ouvre une fenêtre aussi sur ce que vous imaginez dans le futur. Alors, des trucs qui, pour moi, sont de la science-fiction, hein, qui me font penser à ce fameux film où un personnage rentre dans le corps. Demain, seront des gélules autrement plus complexes, autrement plus sophistiquées que vous imaginez. Pour quelle destination ? Donc effectivement, le concept de la mesure de température par voie gastro-intestinale nous a amené à développer des technologies, à avoir des actifs de propriété intellectuelle assez intéressants et à maîtriser l'encapsulation électronique. Et l'idée, c'est d'intégrer des nouveaux capteurs. Donc les deux principales applications sont l'étude de la motilité digestive, être capable de comprendre à quelle vitesse se déroule le tractus digestif,
On a à peu près une vingtaine de pourcents de la population française adulte qui souffre de troubles de la motilité, donc plutôt diarrhée ou plutôt constipation. Et le diagnostic de ce type de pathologie est assez compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir, sur la base d'une capsule et de technologies embarquées, de comprendre en fait quelle est cette motilité individuelle pour mieux la traiter. Le deuxième enjeu qui intègre aussi le premier, mais qui va encore apporter quelque chose de complémentaire, c'est le fait d'intégrer une microcaméra à l'intérieur de la capsule pour aller se substituer à l'endoscopie ou à la coloscopie classique, donc avec une méthode beaucoup moins invasive, beaucoup plus facile à adapter à domicile, et qui va permettre de fluidifier aussi le passage du diagnostic. On est à un horizon de quoi, là? Alors, sur la première version, on est en 2026, la deuxième, on est plutôt en 2028. C'est plutôt rapide, hein. Je vais vous demander encore un commentaire en rébassage, parce que c'est aussi une société que vous accompagnez. Oui. C'est un peu le hasard, hein, d'ailleurs, mais le hasard fait bien les choses, quelquefois. Il n'y a pas de hasard. Quand on est un combattant de l'export, on se retrouve. Et alors Bodycap, champion mondial aussi? Ah bah oui, là carrément, parce que 90% de l'activité est à l'export. Donc là, c'est une réalité. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans l'échange qu'on a eu avec Sébastien aussi, c'est de voir à quel point c'est important cette phase d'amorçage. Hein. C'est parce que dans cette phase en fait de lancement, il faut pouvoir se projeter. Et donc, il y a véritablement besoin de soutien. Il y a besoin de soutien dans le conseil, dans la mise en relation, dans tout le réseau que l'on peut avoir, qu'on va mobiliser également. Mais aussi, moi, je voudrais saluer, là, parce que vous avez de la chance d'être en Normandie, avec le soutien de la région, parce qu'il y a vraiment des dispositifs, impulsion export, ticket modérateur, qui permettent de réduire vraiment très, très significativement les coûts d'accès. Et on le voit, c'est véritablement important pour que cette énergie, cette ambition, elle puisse se déployer là pleinement. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. FDA, donc ça y est, là, côté États-Unis, c'est évidemment une source de développement commercial. Il y a aussi des sujets de notoriété qui sont intéressants. On en parle aussi sur Arabie Saoudite, sur des distributeurs. C'est aussi des points aussi de sécurisation qui sont importants. C'est quand on confie en fait avec un partenaire commercial qui j'ai en face de moi, d'arriver à avoir à sécuriser justement qui on a. Et puis voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses à faire, on en parlait aussi, qui font écho à des nouveaux dispositifs que l'on a. Vous savez, il y a un plan aussi Oser l'export, avec une palette de solutions qui s'élargit, notamment on avait déjà le volontariat international d'entreprise, et on a maintenant le VTE, l'équivalent, le cousin du VIE en France, pour justement structurer, aider aussi les entreprises comme Bodycap à structurer, parce que c'est ça aussi l'important dans un développement international, c'est d'avoir une équipe, une personne, une ressource qui puisse être dédiée en fait au développement international. Donc ça fait partie des dispositifs qui aident justement l'entreprise à se structurer. Lucille et Sébastien, vous vous connaissez bien, hein, je crois. Est-ce que c'est important d'échanger dans des gens? Alors là, vous êtes dans le même domaine d'activité, la medtech. Hein, c'est important d'échanger entre vous. Pour moi, c'était important, étant donné que quand j'ai lancé la société, mon expérience professionnelle, c'était de l'alternance, mais j'avais jamais été en CDI, où je n'avais jamais... Enfin, je savais pas ce que c'était de monter une boîte, et il n'y a rien de mieux que d'avoir des retours d'expérience, et notamment dans le même domaine, quelqu'un qui puisse venir en tant que mentor pour aider, apporter les conseils, et en fait, c'est super enrichissant de pouvoir avoir des modèles comme ça qu'on peut suivre pour donner une vision et une direction à sa société. Antonin, alors vous incarnez le monde de demain, clairement. Hein. Vous auriez pu aussi être dans la table ronde précédente qui parlait de la raréfaction des ressources, parce que vous, votre sujet, c'est le foncier. Et vous avez mis au point un truc assez formidable. Vous allez nous l'expliquer dans le détail, je vais le dire avec mes mots, qui permet de dépolluer plus intelligemment les sols des friches sur lesquelles on court après les friches aujourd'hui. Hein, vous êtes d'accord avec la loi ZAN? Alors, d'abord, pour qu'on comprenne bien le système, hein, qui repose sur la spectrographie de masse, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Bon, voilà, vous allez m'expliquer ensuite. Je voudrais que, pour qu'on comprenne bien votre système, vous nous expliquiez comment on dépollue un sol aujourd'hui, un sol pollué. Oui, tout à fait. Donc une problématique qu'on ne voit pas forcément, parce que les friches industrielles, souvent il n'y a plus de bâtiments, on est vraiment du coup sous un couvert végétal restant, et en fait il y a une pollution résiduelle dans les sols, et effectivement il y a énormément de friches en Europe, il y en a 500 000 hectares, et peu de foncier disponible. Donc il y a vraiment un potentiel dans les friches industrielles.
Donc, par contre, aujourd'hui, on va s'appuyer de des diagnostics qui vont utiliser des laboratoires d'essais. Et là, ça va prendre énormément de temps. On va avoir des résultats sous 2 semaines. Il y a un process qui est très long, coûteux. Donc, il faut aller forer pour aller chercher des échantillons en profondeur avec des équipes, etc., de la gestion. Donc, ça va limiter en fait les données dont disposent les acteurs pour savoir tout simplement où se trouve la pollution, quelle quantité il y en a, et surtout combien ça va coûter de traiter ça pour correspondre à l'usage qu'on veut vouloir faire de ce terrain-là. Donc on a du coup des aléas assez importants en termes de budget, en termes de coûts sur les projets de construction. Alors du coup ça a freiné forcément depuis 50 ans la réhabilitation des friches. C'est pour ça qu'il y en a énormément aujourd'hui qui sont bloqués, hein, simplement. Donc on va avoir soit des sous-estimations des budgets, mais auquel cas c'est pas bon parce qu'on va avoir des surcoûts de travaux quand on va commencer les opérations. Oui, c'est-à-dire que quand le promoteur arrive, Mauvaise surprise. on va creuser Voilà. et puis on aura de mauvaises surprises. La qui cuve arrivent enterrée. très souvent. Il n'y a pas de chantier sans surprise, selon Mhm. l'adage du secteur. Ou alors on a surestimé le coût de la pollution, et en fait le projet ne se fait pas, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, enfin des diagnostics qui ne servent à rien, parce qu'ils ne sont pas assez précis. Donc tout le monde perd en fait dans cette situation-là. C'est vraiment un point bloquant. Ça, c'est pour ce qui me remonte du terrain, un certain nombre d'acteurs, c'est clair. Alors, dites-nous comment vous remédiez à ça. Alors donc chez Telux, on est des géologues au départ, donc on a développé des solutions qui permettaient de caractériser au départ le changement climatique en étudiant des lacs et identifiant des trajectoires climatiques, en étudiant les couches en fait du sol et surtout des sédiments. Et donc, ça a fait l'objet de thèse au CNRS, fini en 2018. Et après, on s'est dit, mais à quoi ça peut servir concrètement? Et donc, où est-ce qu'on fait des carottages de sol aujourd'hui sur le marché économique? C'est ce secteur-là de dépollution donc des sols. Donc, nous, on va apporter une solution de caractérisation qui est très précise, qui va apporter tout le détail de la structuration du sol, potentiellement en temps réel, sur site. Alors, la technologie s'appelle de l'imagerie hyperspectrale. Et notre savoir-faire à nous, il est sur l'IA, qui va convertir l'image dans des paramètres physico-chimiques d'intérêt, les mêmes en fait qui sont produits par les labos d'essai habituellement. Donc c'est ça notre savoir-faire. En gros, pour expliquer simplement, c'est-à-dire qu'on peut le faire en place. C'est ça qui est important. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on creuse, on envoie au labo, ça met un temps fou, ça coûte extrêmement cher. Vous faites en place. Je crois qu'on a un slide, vous l'avez apporté pour qu'on voit bien. On a un slide pour qu'on voit un petit peu qu'on comprenne. Donc on est effectivement sur un chantier. Donc l'idée c'est de venir sur place avec un outil d'analyse et on va faire toujours des carottages. Hein. Ça c'est toujours le métier du géologue de base. Mais en fait on va analyser en direct s'il y a une pollution ou pas. Ça va nous permettre de rajouter des sondages en temps réel, aller plus profondément ou aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire que souvent, on repart du terrain et on revient 3 mois plus tard. Et on fait ça de manière successive. Donc, nous, on va accélérer comme ça la durée des études en repartant d'un site avec tellement d'informations qu'on ne va pas avoir besoin d'y retourner derrière. Donc, du coup, beaucoup plus vite. On va pouvoir, du coup, savoir si un site a un potentiel ou pas, donc très rapidement, et donner, avec cette résolution, cette précision de l'imagerie, un chiffrage qui va être beaucoup plus fiable. Donc c'est un peu comme en médecine finalement, il y avait la prise de sang, maintenant il y a les capsules, mais néanmoins, quand on a de l'imagerie, ça va permettre beaucoup mieux localiser et donc de beaucoup mieux appréhender des diagnostics qui sont d'anticiper en fait les opérations, tout simplement, savoir où on va avant d'y aller, quoi. Donc vous sécurisez le réaménagement de friches, qui est un enjeu absolument clé, d'autant plus avec le zéro artificiel. Voilà, le ZAN, vous avez compris. Donc on rationalise effectivement un process de caractérisation, de diagnostic, dans un contexte effectivement de ZAN, donc un objectif de zéro artificialisation nette des sols. Donc on a effectivement limité les émissions de CO2, mais on a aussi favorisé la séquestration naturelle du CO2. Donc ne plus consommer d'espace naturel, d'espace agricole. Ressources agricoles aussi, on l'a vu, qui est en tension dans les années à venir. Donc gros focus et grosses incitations de l'État et de l'Europe pour favoriser la réhabilitation de ces friches industrielles. Alors, le coût par rapport aux techniques actuelles? Oui, alors nous, on a effectivement avec les diagnostics aujourd'hui des approximations, mais néanmoins des critères sanitaires qui font qu'on prend des marges de manœuvre quand même assez importantes au niveau des diagnostics. Donc on arrive avec jusqu'à 30 à 50% de terres qui ne sont pas polluées, qui vont rentrer dans des processus de traitement. Donc nous, avec nos solutions de diagnostic, mais aussi des robots qui vont demain pouvoir, grâce aux capteurs, orienter les terres pour polluer et non polluer de manière complètement automatique par nos clients, être capable de réduire de 30 à 50% les volumes de terres polluées à envoyer en filière. Et au final, c'est 15-20% de moins sur le prix d'une dépollution au final. D'accord.
Oui, et puis environnementalement, pardon, un gain clair. À qui est-ce que vous adressez? Qui sont vos futurs clients? Ou qui sont vos clients aujourd'hui, peut-être? Qui sont vos futurs clients demain? Alors nous, effectivement, aujourd'hui, on est en prestat direct avec des grands donneurs d'ordre. Donc le secteur de l'énergie, principalement, qui, effectivement, est en train de démanteler les infrastructures de transport de carburant, tout simplement, pour passer à la voiture électrique, pour laisser la place à leur moto. Donc effectivement, ça génère énormément de travaux chez ces acteurs-là, mais aussi des collectivités. Quand les industriels ont fermé dans les années 70, 80, 90, souvent la collectivité a hérité du foncier et aujourd'hui la collectivité cherche à dépolluer pour construire des logements à la place. Donc ça va être nos deux clients principaux. Demain, notre client, vraisemblablement, c'est plutôt des équipementiers, des entreprises de dépollution qui vont utiliser des capteurs sur les machines de chantier. D'accord. Et alors, votre fameux robot, quel est le gain par rapport au système actuel? Aujourd'hui, on vient fiabiliser le diagnostic et demain, on vient en quelque sorte, on se projette très loin, c'est supprimer le diagnostic parce qu'on a les outils qui sont capables de réagir en temps réel sur tout chantier de TP lorsqu'on découvre une pollution. Donc, comme on va sur des chantiers de plus en plus sur des friches industrielles, parce qu'il n'y a plus d'autres situations, donc ça va devenir finalement la norme dans les chantiers de TP dans les années à venir que de gérer des problématiques pollution. Et notre objectif, c'est de permettre aux terrassiers de traiter la pollution à la même cadence qu'ils traitent aujourd'hui des terrains normaux, en rendant l'analyse complètement transparente, en l'intégrant en fait dans des machines. D'accord. Est-ce que vous êtes en levée de fonds aussi, vous? Et oui, effectivement, on est en levée de fonds. Alors du coup, on n'est pas une medtech, mais on est une deep tech. On a aussi un go-to-market qui est quand même techno assez long. On fait quand même du chiffre d'affaires. Et notre but aujourd'hui, c'est de prendre des ingénieurs d'affaires qui vont permettre de répondre à la demande. Et donc, on recherche aujourd'hui 1 million d'euros. Par chance, on est aussi aidé par la Caisse des dépôts, qui est prête effectivement à abonder également à hauteur de 1 million d'euros pour finaliser et conclure cette levée de table, ce tour de table. Le message est transmis. Alors, Henri Baissas, vous ne travaillez pas encore avec Telux. Pas encore. Vous travaillerez peut-être demain avec Telux. Si, on est déjà en contact. Ah, mais oui. Autant pour moi. Non, on est déjà en contact parce qu'il y a le sujet qu'a indiqué Antonin sur finalement l'identification de grands donneurs d'ordre, et notamment de grands donneurs d'ordre dans le domaine en fait, de l'énergie. Hein. Et c'est là où on intervient. C'est vraiment là où on a notre capacité de détection sur tous les terrains du monde. On a, d'ailleurs, justement, on pourra travailler à ça ensemble, mais on a maintenant, en fait, via notre CRM, une capacité, justement, à envoyer à notre réseau en disant telle entreprise, Telux est intéressée par les grands donneurs d'ordre énergéticiens. Quels sont ceux qu'on peut détecter et pour être en capacité de les mettre en relation. Parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est un énorme travail d'arriver à identifier le bon contact. Dans l'absolu, de se dire, OK, un énergéticien, on peut identifier quels sont les grands acteurs, mais d'identifier le bon contact qui va être réceptif dans le cadre d'un rendez-vous d'affaires, là, il y a évidemment un gros sujet. Puis, il y a aussi un deuxième résonance avec Telux, c'est que ça résonne avec une autre part de notre activité, c'est que Business France, on est à la fois export, mais on est à la fois sur la partie invest. Et évidemment, un des grands sujets de l'investissement, de l'attractivité de la France, et la Normandie est un grand territoire aussi d'attractivité, c'est les terrains, vous l'avez dit, il y a la zéro artificialisation nette, et d'avoir la capacité, les friches industrielles, à les rénover, à les réhabiliter, à les rendre accessibles, c'est aussi un des atouts, et on est en train de travailler les régions, l'État, à une identification justement de ces zones du prêt à investir, du prêt à ouvrir. On voit que notre capacité, on est plutôt assez fiers dans le domaine, vous le savez, hein, c'est pour la 5e année consécutive, là, EY a confirmé la place de numéro 1 de la France dans l'attractivité. C'est pas donné, enfin, on aime bien se flageller quand on est en français, et donc je trouve que quand on a un sujet de fierté, on doit pouvoir effectivement l'annoncer, mais justement cette capacité à garder effectivement cette place de numéro 1, elle tient au talent, elle tient aussi au foncier, à la capacité d'avoir des terrains, et ce que met en place en fait Telux est une manière de les valoriser. Tout à fait. Parlons un peu Normandie. Business France, bon, c'est le monde, on est d'accord. En quoi est-ce que c'est important d'avoir cette alchimie? Vous n'êtes pas une agence hors sol, enfin, en tout cas, ce que vous nous dites. Est-ce que c'est comment
comment ça s'articule avec les territoires et en quoi cette alchimie-là, elle est importante? C'est-à-dire, est-ce que vous ne pouvez pas vous passer des acteurs locaux? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs là pour préciser, parce que moi, je veux dire, je suis assez époustouflé par l'énergie qu'il y a, les talents, la volonté des combattants. Et nous, notre métier, là, on se lève le matin, c'est pour les accompagner, pour les développer, en fait, à l'international. Et ce qu'on a monté, justement, c'est pour ça que j'arbore la Team France Export, c'est que il y avait une trop grande fragmentation des dispositifs et déjà l'export c'est compliqué, donc si nous-mêmes on était compliqués, on ajoutait des complexités. Donc on a créé, c'est vraiment essentiel, et je tiens vraiment à remercier énormément la région, je tiens à remercier la Chambre de commerce. Vous avez Xavier Fraval, le directeur international qui représente BPI France qui est là. On s'est tous véritablement mis ensemble sous une même bannière pour avoir en fait un dispositif commun qui du coup soit simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, vous aviez plusieurs conseillers qui pouvaient exister et chacun représentant sa boutique. Maintenant, vous avez une équipe, la Team France Export, il y a 13 personnes, ça porte bonheur, le 13 juillet, c'est la Saint-Henri, donc vous voyez. Et cette équipe-là de conseillers, elle est là à vos côtés, elle porte l'ensemble des solutions. Et c'est aussi bien tout le dispositif d'aide de la région, qui, je le disais, vous avez de la chance d'être en Normandie, il y a vraiment un dispositif qui est très très soutenu. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, on a toujours la peur de se dire qu'on va manquer de quelque chose, qu'on n'a pas tapé à la bonne porte, que c'est complexe. Si vous avez une personne qui représente l'ensemble des solutions qui sont les solutions d'accompagnement, les solutions de financement avec BPI France qui sont absolument importantes, toutes les aides évidemment des régions, vous savez que vous êtes en fait à la bonne porte. Donc c'est avant tout... et moi, ce que j'ai à cœur pour Business France, c'était de développer justement ce réseau commun sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on se connaît. C'est parce que derrière chacune de vos entreprises, il y a un conseiller. Il y a un conseiller et vous avez un conseiller dédié. Et j'appelle d'ailleurs chacun qui n'a pas son conseiller à venir nous voir pour qu'on vous affecte votre conseiller dédié. Vous voyez, ça se veut vraiment très, très pragmatique. On a une énorme chance, c'est d'avoir maintenant ce réseau terrain. On a une palette de solutions qui est extrêmement complète. Et il y a d'ailleurs nos amis de la Chambre de commerce qui ont fait là, avec la région ce petit leaflet-là qui montre justement toute la palette des solutions. Mais on a parlé des CES, on a parlé des salons. Vous avez plus de 500 grands événements à l'international sur lesquels on organise votre présence. On vous aide en fait à être présent. Ça, c'est évidemment important. On a parlé du VIE. Vous avez actuellement plus de 12 000 jeunes qui travaillent pour plusieurs milliers d'entreprises françaises à l'étranger dans 70 pays. Ça aussi, évidemment, c'est un dispositif qui est véritablement très important. Et puis, j'ai eu l'occasion de parler de notre réseau international, qui est notre atout phare, parce que la difficulté, vous le savez tous, quand on est ou quand on aborde un pays à l'étranger, c'est de décoder les codes justement culturels, c'est de s'immerger dans le pays, c'est de voir comment ça fonctionne, c'est de se dire est-ce que j'ai tapé en fait à la bonne porte. Et on est là justement pour être ce facilitateur. Merci et merci de votre enthousiasme que je note. Vous incarnez Business France. Juste en conclusion, j'avais envie de vous demander à tous les trois, est-ce qu'on est bien en France pour innover? Et vous innovez. Lucille. Alors, au-delà d'être bien en France, on est bien en Normandie, et ça, c'est important. Moi, je trouve que, alors, dans le milieu médical, il y a énormément de réglementations qui sont liées à la norme européenne, mais qui fait que ça met des barrières pour pas qu'on soit copié par la suite. Et ça impose une rigueur aux produits qui, au final, est bien pour un dispositif médical. On est bien en France parce qu'à l'amorçage, il y a beaucoup d'aides, il faut le savoir, il faut les connaître, mais les incubateurs sont là pour ça. Une fois qu'on les connaît, on est beaucoup aidé. Je pense à BPI France, je pense à la région Normandie, parce qu'en Normandie, on est également bien aidé. Donc moi, sans changer, je suis très contente d'innover en France, et notamment en Normandie. Sébastien. Ouais, c'est un avis que je partage à 100%. On est bien en Normandie, effectivement, du fait des accompagnements et de la proximité des acteurs du territoire. En fait, c'est beaucoup plus vrai ici en Normandie que ça ne l'est en Île-de-France, compte tenu en fait de la qualité peut-être des projets et surtout de leur nombre en fait qui est beaucoup plus réduit. Et on a aussi des dispositifs fiscaux, en fait, on en parle peu, mais on a des dispositifs fiscaux qui facilitent l'innovation à travers le CIR et à travers le JEI, par exemple, qui permettent de lancer des initiatives à moindre coût
On le voit tout de suite, hein, dès qu'on sort du statut JEI et qu'on a... Jeune entreprise innovante. Hein. Exactement, ouais, effectivement. Donc sur les 8 premières années de vie d'une entreprise dite innovante, on peut bénéficier d'une réduction de charges fiscales qui est très très significative et qui permet vraiment en fait d'alléger le besoin de financement. Antonin, même question, même motif, même punition. Tout à fait d'accord. Je Normandie, super écosystème pour ces projets très innovants comme les nôtres. Et puis je compléterai sur la partie incitation fiscale. Il y en a aussi pour les investisseurs. Donc investir dans une société innovante, c'est 30% de défiscalisation et bientôt 50% à partir de l'année prochaine pour les investissements en jeunes entreprises innovantes. Ouais, les messages sont passés, j'espère. Merci à tous les quatre. Vous nous avez vraiment ouvert une fenêtre vers le monde de demain. Moi, je ressors toute ragaillardie de ce desk. Merci à vous.